Ici La Voix, la maison des secrets vous ouvre ses portes sur Canal+. 15 candidats vont être réunis pendant 8 semaines avec chacun un secret à garder. Chaque semaine, c'est vous qui allez choisir ceux qui vont continuer l'aventure. À la fin, il n'en restera qu'un. Secret Story, c'est du lundi au vendredi à 18h15 sur Canal+ Pop et 24h/24 sur le canal 99. Psst, on a un secret. Pas si secret. En ce moment, le décodeur HD est à 3000 francs à partir de la formule Access. Et si vous avez déjà un décodeur, réabonnez-vous à votre formule et profitez de 30 jours. Oui, 30 jours offerts à tout Canal+. C'est tout pour le moment. Voir conditions en boutique Canal+. Hé chérie, tu sais quoi? Ce soir, je te propose quelque chose de spécial. Oh, je suis curieuse. Qu'as-tu en tête? Jama, une bière de tradition allemande brassée avec passion au cœur du Togo. Jama, ça sonne intéressant. C'est bien plus que ça. Jama, c'est une expérience sensorielle. Chaque gorgée te transporte dans un voyage gustatif unique. Ça donne envie. Mais pourquoi Jama en particulier? Parce que avec Jama, c'est simple. C'est l'essence même du plaisir, de la passion, de la tradition. Toi, tu sais comment me convaincre. Alors ce soir, ce sera Jama. Jama ce soir et à chaque soir où nous voulons goûter à l'authenticité et à la joie de vivre. Alors, levons nos verres à Jama. À nous et à tous ces moments inoubliables qui nous attendent. Avec Jama, on est ensemble. Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu. Auditeur actualité, madame, monsieur, nous sommes bien sûr au 4e jour de cette semaine de travail. Et c'est le jeudi, donc auditeur actualité de ce matin reçoit pour vous le deuxième vice-président du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement, MPDD, parti fondé donc par feu Gabriel Mensah Agbeyome Kodjo. Et donc notre invité c'est Jonas Cécile Adin qui fut chef de cabinet d'Agbeyome Kodjo quand il était Premier ministre. Il fut également attaché de cabinet d'Agbeyome Kodjo quand il était président de l'Assemblée nationale. Nous allons encore revisiter un peu la vie de l'homme qui a été conduit à sa dernière demeure samedi dernier par sa famille et c'est très très proche. Mais quand même, qu'est-ce qu'on garde encore de lui et quel héritage politique a-t-il laissé donc pour l'ensemble de sa famille politique? On va aborder tous ces sujets avec notre invité. D'abord, monsieur Jonas Cécile Adin, encore une fois, bonjour. Bonjour, monsieur Jossien. Merci. Bonjour aux auditeurs. Alors, vous êtes d'abord togolais et puis vous vivez, je dois le dire ainsi, à cheval sur la France et le Togo, n'est-ce pas? Effectivement. Alors, il vous arrive pas un moment de capter la chaîne de télévision togolaise, TVT? Très, très, très rarement. Pourquoi? D'abord parce que je ne suis pas très télé, mais en plus, moi je suis enseignant, consultant. Et les chaînes qui m'intéressent, ce sont les chaînes qui me sont utiles dans mon travail, qui m'ont aidé à progresser. Et malheureusement, la TVT n'en fait pas partie. Malheureusement, la TVT n'en fait pas partie. Mais autrement dit, vous avez abandonné la fibre patriotique? Oh non, pas du tout. Moi, depuis toujours, tous les vendredis, quand j'étais même en interne dans une banque, je m'habille toujours les vendredis en tenue togolaise, qu'on peut considérer comme togolaise. Et donc en tissu pagne. Pagne pour aller. Et j'ai même eu une expression que beaucoup ont adoptée en France qui s'appelle impossible n'est pas togolais alors qu'ils ne sont pas togolais. Ah. Mais à force de le dire, quand quelque chose arrive, les gens se sont appropriés cela. Donc l'Afrique patriotique, on ne pourra pas me l'enlever peut-être après ma mort, peut-être, mais ça ne m'empêche pas de faire du discernement entre ce qui est patriotique et ce qui ne l'est pas. Voilà, mais quand même, le ministre, le 5 juillet dernier, ministre en charge du tourisme et de la culture, a sorti une note demandant donc aux établissements touristiques, faisant allusion bien sûr aux hôtels, bars, restaurants et autres lieux publics, qu'il faudrait qu'ils brandissent ou bien mettent en avant la chaîne nationale afin que les uns les autres ou les gens qui viennent séjourner dans notre pays, le Togo, puissent aller à la découverte du Togo profond et à la culture, la richesse, l'identité de notre pays. Le ministre est dans son rôle.
C'est pour ça qu'il est ministre du Tourisme. Il doit utiliser tous les leviers pour pouvoir faire la promotion du Togo. Donc, indiquer que les médias du Togo soient dans la vitrine ou les premières choses qu'on doit avoir sur le Togo est tout à fait normal pour un ministre en charge du tourisme et de la promotion donc de la culture du Togo. Sauf qu'il se trompe d'instrument. On peut mettre la TVT dans le bouquet, mais si le contenu de la TVT ne plaît pas ou ne correspond pas aux besoins du touriste, il ne regardera pas la TVT. Donc l'idée c'est plutôt de rendre la TVT assez attractive pour que, même s'il n'est pas dans le bouquet, s'il est dans le bouquet tant mieux, même s'il n'est pas dans le bouquet, on peut aujourd'hui regarder la TVT à travers Internet, à travers d'autres choses. L'idée ce n'est pas, ici par exemple on confond deux choses. Ce n'est pas la télévision, ce n'est pas le bouquet qui est en question, c'est la télé elle-même qui est en question. J'ai suivi un de vos auditeurs qui dit le programme TVT n'est pas d'actualité. C'est un des citoyens, l'homme de la rue, qui a dit le programme de TVT n'est pas d'actualité. Alors, est-ce qu'on écoute ça? Est-ce qu'on entend ça? Est-ce que le ministre entend ce que les citoyens disent? Peut-être qu'il faut commencer par revoir le programme, l'offre de la TVT, avant même d'en penser. Parce qu'on peut l'intégrer dans l'offre, mais ça ne fera pas la promotion de la culture togolaise. Donc il faudrait que la TVT fasse des programmes alléchants qui veulent capter donc plus l'auditoire avant qu'on ne puisse demander maintenant aux détenteurs des hôtels et autres de les programmer ou de les mettre mettre cela en avant. C'est comme ça que la mesure sera efficace. En l'état, on peut mettre la TVT. Vous savez, on a la télécommande. Quand on rentre dans une chambre d'hôtel, on commence par regarder les chaînes et on zappe, tout le monde fait mais si on passe 2 minutes ou même 1 minute, les téléspectateurs ne passent pas plus de 30 secondes parfois pour passer à une autre chaîne. Si pendant 30 secondes on voit Akpim ou Evala ou Adifo, oui, les gens vont s'intéresser à ça. Mais si pendant 30 secondes on regarde, on voit quelque chose qu'on ne comprend même pas, qui relève d'un autre temps, sur la politique, sur, je ne sais pas, des éléments publics qui n'intéressent pas les gens, ils vont zapper. D'ailleurs, quand vous voyez aujourd'hui le soin apporté aux images sur la TVT, c'est notre télé. Je ne regarde pas, mais de temps en temps, quand je tombe sur la chaîne de la TVT, comparé à d'autres chaînes, il y a du progrès à faire. Il faut rendre les choses attractives. Donc, on a beau, c'est le ministre du Tourisme, il représente le gouvernement. S'il prend une note, les hôteliers sont obligés de respecter cette note-là, parce que c'est l'autorité. Mais ça ne va pas résoudre son problème à lui, le ministre. Parce que lui, son objectif, c'est de promouvoir la culture, c'est pas d'imposer des chaînes. Donc, même si on met la TVT, les gens ne regarderont pas la TVT. Parce que c'est ce que les gens disent. Oui, mais ce que nous n'avons pas diffusé, c'est que beaucoup de citoyens rencontraient l'homme de la rue, bien sûr. En tout cas, à travers notre micro-tutoie, ils estiment quand même que quand l'heure du journal sonne, des fois, ils zappent. Et on a poussé la question, mais pourquoi zappez-vous la chaîne nationale, votre télévision, à l'heure du journal, vous devez suivre les informations. Je vous dis, au moins 4 personnes ont dit que le début du journal, ce qu'on présente, cela les lasse. Voilà les termes employés. Et ça nous a vraiment fait tiquer, mais on s'est dit, cet aspect-là, ou cette partie, on n'en a pas besoin. En fait, nous sommes au Togo, c'est ce que je dis souvent. Les autorités doivent comprendre aussi que on peut tout dire, la réalité, elle est là. Toutes les autorités, les membres du gouvernement comme les citoyens, nous vivons dans un même pays. Donc, ce que les citoyens voient, eux aussi le voient. La problématique, c'est de faire croire aux citoyens qui ne voient pas la bonne chose. Vous êtes d'accord avec moi? Quand, vous voyez, prenons la télévision française ou une chaîne privée, les gens, ils ont envie, quand ils rentrent chez eux, il y a un qui dit, la télé, ce n'est même pas mon problème. Ça vous dit beaucoup de choses. Déjà, pour regarder la télé, encore faut-il en avoir un poste téléviseur chez soi. Encore faut-il avoir le temps. Et qu'est-ce qui fait qu'on irait vers la télé? C'est pour se divertir. C'est pour passer à autre chose. Donc, mais quand vous tirez le diable à la queue, est-ce que vous avez la tête froide pour regarder la télé? C'est ça là, le sujet. Les gens rentrent chez eux, ils ont faim. Le seul repas qu'ils ont fait remonte à plus de 10 heures de temps. Ils savent qu'ils n'en auront pas un autre avant de se coucher. Donc, quel que soit ce que vous leur demandez, ils ne regarderont pas la télé. Il est en train de penser à
comment il va payer son loyer, comment il va pouvoir rembourser la dette qui est sur sa tête, comment il va pouvoir aider la vieille qui est restée au village, comment il va payer les fournitures. C'est une problématique de gouvernance globale. Si on veut que les gens s'intéressent à la culture sur la pyramide de Maslow, je ne sais pas si nos auditeurs savent ce que c'est, se trouve au sommet. À la base, il y a le besoin d'alimentation, de santé et tout ça. Si on veut que les Togolais s'intéressent à la culture, faisons en sorte que chacun monte, que chacun trouve au moins déjà le minimum, et que chacun puisse arriver à se dire, bon, maintenant j'ai besoin de me divertir. Est-ce que c'est possible? Que chacun puisse y arriver. Au moins, on peut arriver à faire en sorte que le plus grand nombre ne soit pas à la base. Tout le monde ne peut pas être au sommet. Parce que c'est la hiérarchie sociale qui veut ça. Mais au moins, quand par exemple, je dis, je vais entreprendre, je sache que il n'y ait, à part mes propres limites d'entrepreneur, rien ne me limite. Au contraire, tout m'encourage, tout me pousse à le faire. Quand je dis que je veux, par exemple, je sors de l'école, je travaille bien pour être major de promo, je sache que le poste que je vais occuper, on va me le donner en fonction de mon mérite et non en fonction de mon patronyme, ni en fonction de mes liens politiques ou tels. Il faut que tous les Togolais puissent savoir que la compétition, le jeu sont ouverts et que à chacun selon son mérite et qu'on peut y arriver. C'est déjà le mérite qui prévale. Et non d'autres déterminants, d'autres acquaintances socio-culturelles ou politiques. Il faut sortir de ça. Si on arrive à cela, vous verrez bien que les gens commenceront pas à être épanouis. Parce qu'en fait, l'épanouissement, le niveau d'épanouissement est relatif. Quelqu'un qui a réussi à s'acheter un vélo peut être aussi content que quelqu'un qui a réussi à se construire un château. Tout est relatif, mais ce qui va faire la jouissance ou la satisfaction, c'est que la personne perçoive qu'il a eu à déployer des efforts et qu'il a eu en retour de ces efforts des fruits qui sont équitables, qui lui paraissent justes. C'est le mérite, c'est le retour sur le mérite qui amène les gens à être satisfaits. Mais si les gens ont l'impression que, quels que soient les efforts qu'ils font, ils sont toujours au même endroit, ou alors qu'ils regressent, et que parallèlement, certains à côté ne déploient pas le tiers de ce qu'ils font, mais ils vont plus loin. Et ils comprennent bien que ce n'est pas par leur mérite que les autres les dépassent, mais que bon, ils ne sont pas favorisés ou que les autres sont favorisés. Cela peut engendrer peut-être de la frustration à cause d'une, ce qu'on peut appeler ici injustice sociale. L'injustice sociale. Vous n'avez pas vu que les Togolais sont un peu de plus en plus frustrés, de plus en plus un peu irrités. En 2002, quand on était en exil, nous avons travaillé sur la reprise d'une banque togolaise avec une banque française. C'est moi qui ai conduit le projet, mais je ne pouvais pas revenir au Togo parce que je n'étais pas, j'étais personne non grata. Et donc c'est un avocat burkinabé qui a travaillé avec moi sur le sujet qui devait venir. Et je lui ai dit, vous verrez, les Togolais sont très gentils, ils sont très accueillants, ils seront ouverts à vous et tout. Elle débarque au Togo. Une semaine après, elle m'écrit, dit, c'était un joke ou quoi? Les gens ne sont pas gentils dans ton pays? Tu m'as dit que les gens étaient accueillants et tout. Tout le monde t'insulte partout, tu es une femme au volant, les gens t'écrient dessus, les gens crient partout, les gens s'énervent. La moindre chose, les gens, c'est ce qu'elle m'a décrit. Et j'ai été le premier surpris parce que je ne comprenais pas. Mais plus tard, quand je suis rentré en 2009, j'ai trouvé un décalage entre le Togo que nous avons laissé en 2002, déjà, et le Togo que moi j'ai retrouvé en 2009. Les gens sont aigris, les gens sont indisciplinés, mais pas comme possible. Mais ce n'est pas de l'indiscipline, c'est un refus d'autorité tout simplement. Parce que les gens disent, mais l'autre a fait, celui qui est mon dirigeant ou mon responsable, il a commis telle exaction, mais finalement on a de l'impunité. Pourquoi moi je vais respecter le feu rouge? Vous voyez un peu, c'est pas normal, c'est pas donc ce sont ces petites choses qui ont entraîné l'incivisme très grandissant dans le pays. Parce que les gens se disent, je ne suis pas concerné, on ne s'occupe pas de moi, je me débrouille tout seul, alors que personne ne vient m'embêter, ce qui est une erreur, je ne l'encourage pas. Moi je suis plutôt quelqu'un de très attaché à l'ordre, à la discipline, au respect de l'autorité. Voilà. Mais au Togo, on ressent que la société de plus en plus est irritée par tout ce qui est ordre, tout ce qui est loi, tout ce qui est structuration. Les gens disent, mais qui s'occupe de moi? Est-ce que cela ne peut peut-être pas engendrer l'insouciance? Ben, comme je ne suis, personne ne s'occupe de moi, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Dans votre coin, ça ne me concerne pas, je fais ce que je veux.
Vous n'avez pas vu que de plus en plus les Togolais s'occupent plus de la politique, du militantisme, tout ça. Les Togolais ne s'en occupent pas vraiment. Vous n'avez pas observé que les Togolais ne respectent plus le code de la route comme avant. Les gens... Avec ça, accord d'accident. D'accident tous les jours, les gens ils passent d'un côté à l'autre. Quand vous réagissez, ils vous arrêtent dans la rue. Vous n'avez pas observé que lorsque vous faites un deal aujourd'hui avec des gens au Togo, dans la plupart des cas, ils ne respectent pas leur engagement vis-à-vis de vous. Parce qu'ils ne se sentent plus liés par quoi que ce soit. Vous voyez un peu? Chacun se débrouille, chacun pour soi. Et ne venez pas m'embêter chez moi. Mais oui, vous le voyez. Est-ce que dans une telle société, est-ce que la cohésion peut être encore de mise, le vivre ensemble, l'acceptation de l'autre, la tolérance, est-ce que cela peut être encore de mise? Non, justement, c'est ça qui est dangereux, c'est ça qui est le danger qui nous guette dans notre société. C'est que avant, les gens se sentaient obligés les uns vis-à-vis des autres. Moi, il y avait une sorte de solidarité. D'ailleurs, vous le remarquerez, malgré les bars et tout ça, et en dehors de l'aspect financier, vous verrez que beaucoup de Togolais ne font plus des choses ensemble. Les soirs, les gens rentrent chez eux et les gens s'enferment. Quand les gens se voient, ils se limitent à l'essentiel, à ce qui est superficiel d'ailleurs. Sauf dans le cadre des regroupements religieux où les gens, souvent les dimanches, tout ça, font des choses de communauté. En réalité, on ne voit plus comme on avait avant, des gens porter des t-shirts, aller à l'anniversaire, à la plage, faire des choses, à se visiter, faire des pique-niques. Moi, je partager même des plats entre eux. Les gens se méfient beaucoup aujourd'hui. Vous invitez des gens chez vous, vous allez voir que s'ils ne sont pas vraiment à l'aise, ils vont vous inventer toutes les solutions possibles pour ne pas venir. Ou décliner l'invitation. Ou même quand ils viennent, ils vont guetter comment vous les servez et tout ça. Je ne suis pas paranoïaque, hein, mais moi je suis un consultant et donc j'observe beaucoup, j'analyse, je suis spécialiste des risques, donc j'analyse tout ce qui est facteur de risque, que ce soit dans une entreprise ou dans un groupe beaucoup plus grand. Et ce qu'on remarque aujourd'hui, il y a des germes de méfiance réciproque qui sont aggravés au Togo. Les gens se méfient les uns des autres, les gens ne se font plus confiance. Pourquoi en sommes-nous arrivés jusqu'à ce niveau-là? Alors que nous sommes appelés, nous sommes tous fils d'une même nation, on est ensemble, nous sommes des voisins, on est dans le même quartier, dans la même communauté, nous sommes du même milieu, nous sommes du même pays, de la même vie, etc., etc. Alors, il y a des éléments structurels qui dépassent le Togo, qui concernent d'autres pays aussi, qui est l'avènement des réseaux sociaux. Fait que les gens sont autonomes aujourd'hui et sont capables d'interagir autrement que par les contacts humains. Ça, c'est un élément global et objectif. La deuxième chose, pour vous l'expliquer, je vais vous donner l'exemple d'une famille. Si vous êtes père de famille, si vous instaurez la confiance dans la maison, ce qu'on appelle la sécurité psychologique, c'est-à-dire chacun peut s'exprimer, dire qu'il n'est pas d'accord, formuler des critiques, avoir droit à la parole et se sentir écouté. Et puis si les autres ne sont pas d'accord, ils peuvent vous le critiquer sans soit disposé à l'écouter. Et à faire preuve d'empathie, à faire preuve de respect mutuel, vous verrez que vos enfants s'épanouiront. Mais dans l'autre famille où le papa, il n'écoute personne, il ne parle pas, il dit rien. Quand les enfants doivent... Hey, tais-toi ici. Ah, papa est là, tout le monde se cache. Maman ne peut pas parler parce que maman est triste, parce que si parle, papa va croire que... Voilà. Les enfants ne peuvent pas demander quoi que ce soit. Quand ils demandent, on ne leur donne pas. Les enfants ne peuvent pas exprimer ce qu'ils pensent, parce que s'ils le disent, papa peut être fâché. Ces enfants-là, ils ne font plus confiance à papa ni à maman, mais ils ne se font plus confiance entre eux. Et ils sont de plus en plus, et on le voit dans la société. Mais le noyau de la société se déchire ainsi. Absolument. Le problème du Togo, ce n'est pas un problème seulement politique. Et nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises. C'est un problème social, c'est un problème éthique, très profond. Est-ce que c'est corrigible? À long terme. À long terme. Et il y a un élément clé, c'est l'éducation nationale. Je suis désolé de le dire. Doit-on s'accouter sur l'éducation seule afin de pouvoir corriger ce qui doit l'être? Alors, parce que l'éducation nationale, ce n'est pas seulement l'école. L'éducation nationale, c'est tout ce qui permet à un individu de se construire. Et donc, l'éducation nationale vient de la famille, le creuset familial. C'est l'espace public, c'est l'école, et c'est tout ce qui supporte tout cela. Je prends l'exemple du creuset familial. Si vous êtes parent et que vous n'arrivez pas à faire manger à vos enfants 3 fois par jour, vous ne les n'assumez pas votre responsabilité, vous ne leur donnez pas un bon exemple. Donc vous ne participez pas à leur éducation correcte.
Si pour payer les scolarités, les frais de scolarité, c'est la croix et la bannière, l'enfant est renvoyé plusieurs fois avant que vous ne payiez. Pendant que ses camarades étaient restés en classe. Vous ne l'éduquez pas. Et vous lui donnez, déjà vous programmez en lui les germes de l'échec et de l'absence de confiance en soi. Maintenant, sur l'espace public, prenez la route, une de nos routes, et regardez sur les poteaux électriques. Qu'est-ce qu'on envoie comme message publicitaire? La bouteille de Pils ou la bouteille de Jama coûte 450-600 francs CFA. Et à chaque coin de rue, vous avez des bars qui prolifèrent, avec des panneaux publicitaires très grands. Alors, vous êtes à un autre, on vous dit votre prochaine bière à 1h à Lomé. C'est ce que vous voyez sur nos panneaux. Ça, c'est un espace d'éducation nationale. Donc, y a-t-il un message subliminal derrière tous ces panneaux-là que nous voyons? Ça veut dire que ces panneaux excitent les gens plutôt à aller vers des formes de comportements sociaux qui ne sont pas... À la prise d'alcool? Prise d'alcool. Si tu vois, pendant que tu fais 10 km, sur les 10 km, chaque poteau, tu vois Pils ou Jama ou je ne sais pas quoi, je peux citer 4 ou je ne sais pas quoi, à la fin tu te sens obligé à quoi? On est tenté d'aller goûter à ce qu'on brandit là pour voir de quoi il s'agit. Vous avez un rond-point, c'est une bouteille d'alcool. Dans votre quartier, au niveau de GTA, par exemple, dans votre quartier, il y a plus de bars que de centres culturels. Il n'y en a même pas. Il n'y a pas de bibliothèque. Mais il y a à chaque 100 mètres, 200 mètres, vous avez un bar. Et quand vous rentrez le soir, qu'est-ce que vous entendez dans votre quartier? Qu'est-ce qui anime votre quartier? C'est la musique des bars. Qu'est-ce que les musiques disent? Quelles sont les chansons que les musiques qu'on favorise aujourd'hui? C'est des conneries. Excusez-moi le terme, c'est des trucs qui ne sont... généralement qui ont trait au sexe. Au sexe. Alors que nous avons des petits-enfants à la maison juste à côté et qui ont besoin aussi de la quiétude, de la sérénité pour apprendre leurs leçons. Je suis allé à la communion de ma nièce. On a en fait venir quelqu'un pour faire l'animation. Et il a commencé à jouer des musiques, mais inacceptables. Je suis allé le voir, je dis, mais tu sais pourquoi tu es là? C'est la communion d'une petite fille. Et ça là, tu penses que ces paroles-là, tout ça, et les petites filles, tout le monde dansait. Je dis, mais est-ce qu'elles comprennent au moins? Si elles comprennent, est-ce que vous savez que ça s'imprime en elles? Vous voyez un peu des choses comme ça. Et normalement, c'est à l'État, à l'autorité publique, de faire en sorte que tous ces espaces d'éducation-là soient orientés vers la promotion de la vertu, du mérite. Donc, faire prévaloir l'autorité de l'État dans ces domaines-là. Mais l'autorité est déjà là. Cela peut quand même porter préjudice au truc qui génère de l'argent pour la caisse de l'État. Oh non. Oui, les bars, par exemple. Vous savez. Il faudra payer les taxes, les impôts. Oui, et pour renflouer les caisses de l'État. Oui, mais quand il y a... C'est le même État qui perd des citoyens, qui meurent d'alcoolisme précoce. C'est le même État qui ne retrouve pas la productivité liée au fait que les gens fortement alcoolisés ne travaillent pas bien le matin quand ils viennent au boulot. Des enfants, des jeunes qui sont diabétiques et hyper tendus. Et c'est l'État qui doit faire face à tout cela, mais c'est des manques à gagner. En fait, c'est un cercle vertueux qu'il faut enclencher plutôt que de... Il ne faut pas voir les recettes à court terme. Il faut voir la productivité de l'État, la productivité de la société à long terme. Il faut sortir de ces vices qui tuent à petit feu notre société. Et l'alcool est base de quoi? De violence. Vous voyez un peu. Dès lors que la personne est hébétée, elle est encline à faire ce que la société ne recommande pas. Et ce qui ne fait pas partie du bien vivre, de vivre ensemble. C'est ça le sujet. Ah oui, mais et dans tout ceci, nous sommes maintenant dans la 5e République. Vous êtes acteur politique, deuxième vice-président du MPDD. Comment avez-vous accueilli, donc à votre niveau, le basculement donc du Togo de la 4e République à la 5e République? Et je rappelle au passage que nous avions, ou bien on avait appris qu'il y aurait eu des députés MPDD à l'Assemblée nationale en ce moment. Non. Oui, si tu es l'ensemble des Togolais. Ben non, ça fait un certain temps que nous n'étions pas, enfin, on était représenté par quelqu'un qui ne relevait, enfin, qui ne coûtait plus que le parti lui disait, parce que le patron le patron était parti, c'est tout. Et puis, qu'est-ce qu'il pouvait faire lui? Il n'y a pas grand-chose à faire. On ne sait pas MPDD ou pas MPDD. Le fait que le Togo puisse être sous un régime parlementaire n'est pas une mauvaise chose en soi. Acté par la 5e République. Voilà, le régime parlementaire en soi ne pose pas de problème en soi. D'ailleurs,
en termes de démocratie, de pluralité, de pluralisme politique, pardon, le régime parlementaire est beaucoup plus approprié en soi. Donc c'est ce qui est plus recommandé. Moi, je pense personnellement. D'accord. Parce que ça permet l'émulation au sein des partis et ça fait qu'il y a un étagement. Vous élisez des députés, donc c'est le terrain direct. C'est des gens que les gens connaissent et qui sont élus sur la base de ce qu'ils ont fait localement, qui remontent comme ça par étagement et on arrive aux instances fêtières. C'est mieux que de prendre une personne que les gens ne connaissent que à peu près et qui régente tout et qui devient président de la République par le suffrage universel. Donc, en soi, c'est la bonne chose, pour moi. Mais c'est la démarche qui a abouti à ça qui pose problème. Normalement, comme le régime parlementaire changeait le mode de désignation du président de la République, on aurait dû passer par un référendum. C'est ce que prévoit la Constitution. On devrait donc emprunter la voie des consultations référendaires. Voilà. Et le président ou les autorités auraient en ce moment-là, avant ce référendum, fait une concertation générale avec la classe politique, faire de la pédagogie, expliquer pourquoi désormais on veut passer à là, et écouter ce que les autres ont à dire, peut-être prendre en compte, et peut-être à la fin de cette consultation générale, on peut se rendre compte que les gens ne sont pas prêts, ou la classe politique dans sa grande partie n'est pas d'accord, et à ce moment-là, c'est la responsabilité des gouvernants. On diffère le projet. Ou alors on se rend compte qu'il y a un consensus général, et à ce moment-là, on passe au référendum. Et le référendum ne ferait que valider la consultation qu'on aurait eue. En fait, la vertu dans la gouvernance, c'est ça. C'est d'accepter de passer par des étapes, de se concerter, de se parler, et ne pas donner l'impression que parce qu'on se sent fort, on fait ce qu'on veut. Même quand on est fort, même quand on a les moyens de faire advenir toute sa volonté, quelle qu'elle soit, il faut avoir la sagesse à chaque fois de consulter, de faire preuve de modération, de faire preuve de respect pour les autres. Moi, c'est sur cet aspect-là que ça me pose un réel problème. Mais non, on l'a vu, bon. Mais ici, ce sont les députés qui ont procédé donc, j'allais dire, à la modification ou bien au changement de la Constitution ou à l'adoption d'une nouvelle Constitution. Et voilà, le pays est aujourd'hui dans la 5e République. Alors, moi aussi, j'ai eu cette analyse au départ. Et j'ai été rassuré lorsque le chef de l'État a refusé dans un premier temps de promulguer le test. Et qu'il a demandé... Le test adopté le 25 mars. Voilà. Entre-temps, il a fait rappeler les parlementaires pour donner encore des injonctions. Moi, je pensais que c'était une façon habile de sa part de tempérer le zèle, l'ardeur des parlementaires et de ne pas donner suite à cela. Peut-être dans une autre séquence, revenir sur le sujet, mais ne pas donner suite à cela. Moi, j'avais pensé que c'est ça. Mais lorsqu'il lui-même l'a promulgué, à ce moment-là, il emporte la responsabilité. On ne peut plus dire que ce sont les députés qui l'ont fait. Les députés peuvent bien avoir fait cette proposition, etc. Mais en tant que premier magistrat du pays... Donc, ils pouvaient les arrêter dans leur élan? Ils pouvaient tout simplement ne pas promulguer. Et expliquer pourquoi il ne le fait pas. Parce que dès lors que le test est arrivé et qu'on a commencé à en avoir connaissance, la classe politique, notamment par Maître Degli dans un premier temps, et d'autres, ont commencé à décortiquer le sujet et ont exprimé leurs désaccords ou leurs inquiétudes. Quand vous êtes président de la République, quel que soit qui vous a élu, vous devenez le président de toute la République. C'est un mandat universel, ce n'est pas un mandat spécifique ou impératif. Ce n'est même pas impératif. Donc c'est un mandat pour tout le Togolais. Alors, le minoritaire, le Togolais minoritaire, c'est votre responsabilité de l'écouter et de comprendre ce qui ne va pas. C'est ça la responsabilité du chef de l'État. Et c'est là où je pense qu'il aurait dû, même si son camp lui dit non, on y va, nous sommes convaincus, et que lui-même il pense qu'il en est convaincu, il aurait pu aussi prendre en compte tous les mois que cela suscitait au niveau de la classe politique, et même au-delà de la classe politique, puisque les religieux voilà. Les religieux n'étaient pas d'accord. Ils avaient demandé au chef de l'État de surseoir à ce projet à l'époque. Absolument. Mais il n'avait pas été entendu. C'est ça qui est dommage. Il faut faire en sorte que nous évitions de poser des actes ou de faire des choses qui divisent plus qu'ils ne rassemblent les Togolais. C'est ça Donc à votre point de vue aujourd'hui, est-ce que cette nouvelle constitution a plus rassemblé les Togolais que peut-être divisé? Je pense que ça a encore accentué le clivage entre ce qu'on peut appeler le bloc progressiste,
qui est pour la démocratie, etc. Et le bloc conservateur qui est celui qui soutient le chef de l'État, enfin les autorités, le gouvernement qui est en place. Et quelle appréciation avez-vous faite au MPDD du vote qui a eu le 29 et qui a consacré aujourd'hui 108 députés sur 113? Ah oui. Puisque votre parti n'avait pas pris part à cela. Absolument. Ça, nous étions en deuil. Nous étions en deuil. Et la DMK, dont fait partie le MPDD, avait marqué mordicus que nous n'irons pas à ces élections. Et d'ailleurs avait appelé les Togolais à ne pas du tout se soucier de ça. Voilà, ne pas se soucier de ça. Et c'est une ligne que nous avons assumée aussi. Mais il faut dire que nous, on était vraiment dans une situation difficile parce que le président venait de décéder brutalement, rien ne le prévoyait, et on était plutôt sous le choc. Mais la situation du Togo, c'est un peu le mythe de Sisyphe, hein. Ça se répète. On améliore et puis après on revient en arrière, on recommence et tout ça. Vous pensez que si le parti au pouvoir et ses satellites peuvent sortir avec ce score-là, il y aurait autant de défiance dans le pays où les gens, quand on leur parle de politique, ils s'en foutent, quand on leur dit de faire preuve de civisme, ils s'en occupent pas. Oui, je le dis à votre antenne et je l'affirme. Il n'est pas exclu que UNIR soit majoritaire dans le pays objectivement. Il n'est pas exclu. Il est possible que UNIR soit majoritaire. Pourquoi? UNIR a objectivement adopté la méthode du RPT, qui est un quadrillage administratif du pays. Dans toutes les préfectures, dans tous les cantons, vous aurez des cadres de l'administration publique, privée, qui sont des soutiens de UNIR et qui objectivement parfois aident à permettre de résoudre des problèmes sur le terrain. Là où, à contrario, l'opposition, par manque de moyens et parfois par manque de méthode et de vision, se replie. Autre chose, qu'est-ce qui est arrivé à l'opposition? L'opposition avait eu des ressources. Mais vous savez, un homme, ça mange, ça doit se vêtir, ça doit se réaliser, ça doit se construire. Progressivement, les gens se voyant vieillir ou arriver à un certain âge sans avoir les moyens de se réaliser, sont partis du Togo. Ils ont beaucoup migré. Donc l'opposition a plus de ressources à l'extérieur aujourd'hui que ressources en interne. Ou disons des cadres. Des cadres, je veux dire, qui sont partis. Parce qu'ils ne peuvent pas rester, ils ne se trouvent pas d'exutoire pour se réaliser. Autre chose, ceux qui sont là, qui à force de tirer le diable à la queue, ont compris que la seule alternative pour eux aujourd'hui, la seule solution pardon pour la seule porte de sortie, c'est de faire allégeance, sont partis faire allégeance, au moins pour sauver l'essentiel. Et d'une manière ou d'une autre, même, et et même ceux qui ne sont pas d'accord et qui font vraiment allégeance, finissent par travailler parce que c'est une structure très administrative, très disciplinée. Et puis, il y a aussi une forme d'analphabétisme régnante aussi. Autre chose, les matins. Vous savez que plus on s'éloigne du 5 octobre, moins les gens connaissent les impératifs de la démocratie et ils sont attachés. Pourquoi? Parce que c'est des jeunes aujourd'hui qui n'ont pas connu ces périodes, qui ne savent pas pourquoi. Ils sont nés dans ça, mais ils ne savent pas comment on en est arrivé là. Et qui ne se sentent pas aussi concernés que pouvait l'être Dogo Agbelenko, ou Logo Dosouvi, ou tous les autres héros qui ont connu ça. Donc pour eux, c'est une situation qui est presque normale. C'est pas normal, mais qui n'est pas aussi prenant à cœur que ça. Et donc s'il y a une fanfare qui joue, avec quelques t-shirts, et qu'on vous dit tout ça là, les gens ils votent, et ils peuvent voter ou adhérer à un projet sans aucun problème. Donc c'est pour dire que il n'est pas exclu que objectivement UNIR soit majoritaire dans le pays. Mais en toute franchise, UNIR n'a pas le niveau de majorité qui est exprimé par le nombre de députés que nous avons eu. À mon avis, non. Ils n'ont pas le niveau. La majorité qu'ils ont ne peuvent pas... Les 108 sur les 113. Ça ne pouvait pas objectivement permettre de faire cette rafle. Surtout qu'on sait que
d'autres partis aussi importants sont allés. Mais avez-vous quand même des éléments qui étayent cette non, je l'avoue, boutade ou disons ce propos? Alors, je l'avoue, je n'ai pas de chiffres, d'éléments, mais vous voyez, ça veut dire que les autres partis n'existent plus réellement. Aucun parti politique. C'est ce que ça veut dire techniquement. Et c'est Hadi qui s'en est sorti avec 2 députés pour être chef de file de l'opposition. Absolument. Alors, ça peut être lié au fait que une partie de l'opposition a appelé à boycotter. Et donc que finalement les gens ne sont pas sortis pour aller voter. En tout cas, dans le Grand Lomé, les Togolais ne se sont pas mobilisés en grand nombre pour aller voter. Donc ça peut être l'effet mécanique de ce boycott-là. Bon, après il faudra reconstruire. Hein. Mais c'est un fait, ils sont élus, ils sont installés, ils deviennent nos députés, c'est notre assemblée, c'est notre parlement. C'est ça. Et voilà, c'est la 5e République qui aujourd'hui est donc mise en branle. Mais quand même, vous l'avez dit, quand les Togolais s'apprêtaient à aller voter pour le 29 avril, vous étiez sous le choc, dans le deuil, vraiment, puisque votre parti, votre regroupement a été amputé de ses chefs dans un premier temps, Monseigneur Koudou, et puis après, c'est M. Gabriel Mensah-Gboumé Kodjo qui fut le candidat donc de la DMK. Alors, quand vous l'avez appris, cette mauvaise ou cette triste nouvelle, vous étiez en France, ou bien, voyez-vous, ou bien vous étiez peut-être à Lomé, avez-vous le pressentiment que quelque chose de pareil allait advenir? Non. Et je n'étais ni à Lomé, ni en France. Je venais d'atterrir à Bamako. Et 3 jours ou 4 jours avant, on avait des contacts comme d'habitude. J'ai même eu la chance, enfin pas la chance, j'ai eu l'occasion d'aller saluer son épouse à la maison. On a discuté encore avant que je ne prenne la direction de Bamako. Et j'arrive et la nouvelle tombe. Personne n'y croit. Enfin, la première fois, on n'y croit pas. Mais comme la personne ou la source de l'information était presque certaine, j'ai quand même pris mon téléphone et je lui ai écrit. Pour voir s'il allait vous répondre. J'ai dit bonjour cher aîné, comment allez-vous? Généralement c'est comme ça que nous conversons. Et dans les secondes qui suivent, il me dit bah, je rends grâce. Et toi? Et bon, ce message il est demeuré sans réponse jusqu'à ce jour. Autrement dit, comme on le dit en éveil, ouais. En fait, je vais regarder le message pendant 1 minute. Je me dis, dans quelques secondes, je vais avoir un message qui va me dire que tout ça. Et généralement, il va dire, non, écoute, les gens ils racontent des histoires, laisse-les, ça va, je vais bien. Non. Et vous n'avez pas eu de retour jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Et le samedi dernier, vous l'avez conduit à sa dernière demeure. Bien sûr. Sous le choc et tout, même ce à quoi nous avons assisté à Tokli, son village natal. La famille a dit intimité familiale, mais c'était des funérailles monstrueuses. Les populations se sont mobilisées en très très grand nombre. Comment l'expliquez-vous? C'est peut-être nous qui n'avons pas bien compris, nous au niveau de la famille, qui n'avons pas bien compris ce qu'on appelle famille alors. Nous n'avons pas compris que quand on parle de famille en parlant d'Agbomé, des groupes organisés un peu partout, beaucoup de cadres étaient là, etc. Et pourtant nous n'avons pas fait grand chose pour les... Enfin, nous n'avons pas fait grand chose, nous n'avons pas appelé les gens. Oui. Mais ça veut dire que la famille d'Agbomé est grande. C'est ça ce que ça veut dire. Parce que quand vous dites intimité familiale, vous, de votre point de vue, vous pensez que c'est vous seul qui êtes éligible à son intimité familiale. Parce que vous êtes la famille, ses enfants, ses grands-frères, etc. Vous le pensez. Mais il y a longtemps qu'Agbomé n'est plus le fils de sa famille ou le père de sa famille. Il y a longtemps qu'il est un homme national. Et donc, et comme c'est quelqu'un qui était très proche des gens, qui s'ouvrait, qui ne mettait pas de barrière, tout le monde pense qu'il est de l'intimité d'Agbomé. C'est normal, c'est ça où nous-mêmes nous sommes trompés. Peut-être il a conseillé quelqu'un à un moment donné, il aurait peut-être fait un geste à un tiers, etc. Voilà. Comme lui, à chaque fois quand il trouve quelqu'un, quand vous venez à lui, il s'assoit, il discute avec vous. Parfois, comme il est un peu tactile aussi, parfois il vous prend la main. Donc tout le monde se sent très proche de... Enfin,
tous ceux qui l'ont approché, qui l'ont connu et qui l'aiment bien, parce qu'ils sont de son intimité. Nous avons eu du mal à sécuriser le périmètre. Ah oui, la dernière fois, vraiment. Nous avons eu du mal. Et même des gens étaient très malheureux. Quand le corbillard était à hauteur de Tchekport, en passant par la répé, et puis surtout à Tokli, c'était vraiment la croix et la bannière. La croix et la bannière. Parce que nous ne voulions pas que les autorités pensent que nous voulions les défier. Ou que nous voulions transformer les obsèques d'Agbéomé en une démonstration politique ou à une provocation. Parce qu'en fait, on ne peut pas faire de la mort de quelqu'un un jeu politique. C'est quelque chose de très sérieux. Une fête. Mais ça a donné l'impression la dernière fois comme une fête. En fait, franchement, en tout cas, c'est l'impression que moi j'avais eue. Ce qui a fait la fête, c'est que jusqu'à la dernière minute, personne ne croyait que son corps allait revenir. Et je pense que autant sa mort a été un deuil jusqu'à ce moment, autant pas du moment où on a pu ramener son corps sur sa terre natale, le soulagement a fait que les gens étaient plutôt dans une forme de liesse. C'est ça qui a donné cette impression. Maintenant, quel héritage politique Agbéomé vous a laissé, Monsieur Jonas Iliadin? S'il vous plaît, on va marquer la pause, juste vous permettre de prendre une gorgée d'eau et on revient dans quelques minutes. Merci bien. Bah dis donc, il fait très chaud dans ta voiture. Tu dois vraiment faire quelque chose pour la climatisation. Tu sais que je ne connais rien à la climatisation. J'ai essayé 1 ou 2 frigoristes. Mais comme tu vois, pas de satisfaction. Appelle Baya Climatisation Auto. Ce sont des vrais spécialistes en climatisation auto. Ils diagnostiquent, réparent et rechargent ta climatisation en moins d'1 heure. Alors n'attendez plus, contactez Baya Climatisation au plus 228 97 77 88 88 ou au 70 23 88 88. Baya Climatisation, quartier Minamadou, première voie sur votre droite, après la station Total Minamadou 1. C'est Baya Climoto, 2 mots, satisfaction client. Partout en Afrique, une nouvelle ère a commencé. Nous connectons les uns aux autres un même objectif, pour créer et partager des opportunités pour grandir. À travers notre continent, à travers le monde, nous offrons un meilleur choix pour bâtir un avenir meilleur. Un avenir panafricain ensemble. Ecobank, un meilleur choix pour une Afrique meilleure. Tu sais quoi, Elisabeth? Ma vie a changé depuis que j'ai la fibre Canalbox. Miao? Comment ça? Canalbox est une connexion internet stable et très rapide qui me permet de télécharger et d'envoyer à la vitesse de la lumière et en quelques secondes les audios, vidéos et divers documents, même les plus lourds. Mieux encore, je paye une seule fois mon abonnement par mois et toute ma famille et moi accédons à Internet en illimité. Au CMR, sans aucune limite de mégas, H24 et 30 jours sur 30. Pour toute ta famille en même temps et illimité, ça doit être économique Canalbox, hein? Très économique même. D'ailleurs, en ce moment, l'installation et la box fibre Canalbox sont gratuites. Gratuites? Comment, maman? Tu as très bien entendu. L'installation et la box fibre sont actuellement à 0 francs. Je veux avoir ma Canalbox. Appelle vite Canalbox au 88 66 ou fonce dans la boutique la plus proche pour en profiter. Canalbox. Vive l'internet illimité. Les moustiques tuent, les cafards et les termites sont de vrais casse-têtes. Voulez-vous être en bonne santé et vivre sereinement chez vous? Vite, trouvez l'insecticide Fatala. Pour tous vos désagréments liés aux insectes, moustiques, cafards, mouches et termites, l'insecticide Fatala est votre solution. L'insecticide Fatala se trouve au grand marché de Lomé et dans toutes les surfaces de vente. Vous y trouverez l'insecticide Fatala en aérosol et en spirale. Insecticide Fatala, l'allié de votre épanouissement. Une entreprise qui souhaite se développer a besoin d'accéder à des informations, analyser un marché, identifier ses prospects, ses partenaires, ses concurrents et bien entendu les contacter sans difficulté. Go Africa Online recense, classe, enrichit et surtout tient à jour des millions d'informations sur le monde des affaires en Afrique au profit des utilisateurs, tant dans leurs besoins personnels que professionnels. Notre plateforme est la première source d'informations sur le monde des affaires en Afrique. Vous voulez accélérer vos opportunités d'affaires sur le continent? Une seule référence, www.goafricaonline.com. Hey, mes sœurs, le 32e numéro de Dagan Magazine est sorti. La Dagan qui fait la couverture, Dagan Ayawa Enyonam, dite Danonondi, restez mère, porteuse de vie et de bonheur.
ebede agbewa kekele anino akpanvi coup d'idioe bibo coup d'idioe grande dans une interview exclusive pleine d'émotions. À lire à tout prix dans ce nouveau numéro de Daga Magazine, comment faire pousser ses cheveux, comment prouver son amour à son homme, que faire pour choisir un bon témoin de mariage. Vivez également la célébration des 40 ans de la clinique Biassa, le lancement officiel de l'édition 2024 de Miss Togo et plein d'autres sujets d'actualité féminine. Daga Magazine est en vente à Cristal Optique, Claire Optique et dans plein d'autres points de vente à consulter sur nos réseaux sociaux. Dagan, le magazine qui fait des Davis de vrais Dagan. Sensuel, doux et bio. Le savon noir bio du Maroc est le produit idéal pour donner beauté et pureté à votre peau. Nourrit la peau en profondeur et lui donne un éclat merveilleux. Utilisé avec son lait corporel Beldi, votre peau est protégée contre les rides et les vergetures. Les taches disparaissent, votre peau se rajeunit et le teint est unifié. Le savon noir bio du Maroc est désormais disponible en sachet de 400 grammes et en pot de 500 grammes. Pour votre bonheur et totale satisfaction, nous avons ajouté de nouveaux produits, à savoir le savon visage propre à base de soufre pour éliminer les boutons au visage, l'excès de sébum et les démangeaisons cutanées. Les produits à base de Nila bleu, poudre de Nila bleu, savon noir à base de Nila bleu et son lait corporel et le gommage à base de Nila bleu. L'eau de rose naturelle pour le corps et le visage. Les huiles végétales cosmétiques pour la peau et les cheveux, les gants de crin et des gommages pour vous aider à vous débarrasser des taches rebelles sur la peau. Nos produits portent toujours la griffe ED sur les étiquettes et sont disponibles dans les pharmacies et boutiques partenaires. Pour tout achat en gros, contactez Émergence Divine au 90 13 67 49 ou au 97 94 08 65. Savon noir bio du Maroc, le choix qui vous transforme. Hé chérie, tu sais quoi? Ce soir, je te propose quelque chose de spécial. Oh, je suis curieuse. Qu'as-tu en tête? Jama, une bière de tradition allemande brassée avec passion au cœur du Togo. Jama, ça sonne intéressant. C'est bien plus que ça. Jama, c'est une expérience sensorielle. Chaque gorgée te transporte dans un voyage gustatif unique. Ça donne envie. Mais pourquoi Jama en particulier? Parce que avec Jama, c'est simple. C'est l'essence même du plaisir, de la passion, de la tradition. Toi, tu sais comment me convaincre. Alors ce soir, ce sera Jama. Jama ce soir et à chaque soir où nous voulons goûter à l'authenticité et à la joie de vivre. Alors, levons nos verres à Jama. À nous et à tous ces moments inoubliables qui nous attendent. Avec Jama, on est ensemble. Ici La Voix, la maison des secrets vous ouvre ses portes sur Canal+. 15 candidats vont être réunis pendant 8 semaines avec chacun un secret à garder. Chaque semaine, c'est vous qui allez choisir ceux qui vont continuer l'aventure. À la fin, il n'en restera qu'un. Secret Story, c'est du lundi au vendredi à 18h15 sur Canal+ Pop et 24h/24 sur le canal 99. Psst, on a un secret, pas si secret. En ce moment, le décodeur HD est à 3000 francs à partir de la formule Access. Et si vous avez déjà un décodeur, réabonnez-vous à votre formule et profitez de 30 jours. Oui, 30 jours offerts à tout Canal+. C'est tout pour le moment. Voir conditions en boutique Canal+. Audi Actu, c'est du lundi au vendredi sur Victoire FM. Retour donc en studio, madame, messieurs, pour la suite du débat avec notre invité Jonas Cécile Adin, qui fut un très proche collaborateur de Gabriel Messan à Guillaume Kodjo quand il était vivant sur la terre des hommes. Alors, je disais tout à l'heure, l'homme, il a été inhumé samedi dernier dans une liesse populaire, excusez-moi de le dire comme ça, au lieu que sous la patame, sur le terrain là-bas, les gens on devrait voir les visages tristes et autres. C'était plutôt la joie, comme si c'était une fête, ce qui m'a véritablement... c'était ahurissant, ça je vous l'avoue. Mais, quel héritage politique l'homme vous a laissé? Un héritage d'humanisme, de justice sociale et économique. Si on doit résumer Agbeome par rapport au Togo d'abord, c'est le Togo à tous les Togolais. C'est d'une manière générale que on puisse faire en sorte que chaque Togolais puisse avoir un minimum pour se soigner, pour se nourrir, pour s'éduquer et préparer l'avenir de ses enfants, son avenir et celui de ses enfants.
c'est d'arriver à construire assez de richesses pour que tout le monde puisse en profiter et qu'on puisse avoir du bonheur partagé sur la terre de nos aïeux. Donc cet héritage-là, donc de justice sociale, de progrès social, économique et social, du bien-être partagé, de l'équité dans le partage du bien-être, du respect mutuel, de l'amour pour la patrie et donc de l'amour pour chaque Togolais, inconditionnellement pour chaque Togolais, ce sera l'héritage d'Agomé. Si nous arrivons un jour à faire en sorte que les Togolais s'acceptent, se parlent, s'échangent, se fassent confiance, se font confiance, si nous arrivons à un moment que nous produisions assez de richesses et que dans la répartition de cette richesse-là, ce qui prime, c'est les règles d'équité, les règles de mérite. Si nous arrivons à cela, si nous arrivons à faire en sorte que lorsque quelqu'un est dans le besoin, un seul d'entre nous est dans le besoin, nous serions tous mobilisés pour le soutenir. Lorsque quelqu'un exprime une idée, quelle que soit l'idée, quelle que soit son opinion, nous serons assez tolérants pour l'écouter. Lui dire si on est d'accord ou pas d'accord, l'accompagner s'il le faut. Lorsqu'on arrivera là, on aura réalisé le vœu le plus cher à Agbeomé. Oui, mais l'homme de son vivant n'avait pas été compris, vous en êtes conscient. Absolument. Alors, et souvent aussi, et ça aussi c'est de ma mère que je l'ai vu pour la première fois. Un jour, nous étions allés au Fopadesc pour l'inauguration, et moi j'étais avec ma mère le soir, même quand j'étais aux affaires, je faisais tout pour voir ma mère au moins une fois. Et je la voyais sur le journal, moi je ne voyais pas ce qu'elle voyait. Et elle me dit, mais pourquoi ton patron a toujours la mine renfrognée? Et moi je suis sorti, dit, qu'est-ce que tu vois? Et je vois l'image officielle de la Fopadesc, et c'est là où j'ai compris quelque chose. En fait, il sort de la voiture de commandement, on lui rend les honneurs. Mais à l'époque, il était Premier ministre. Et quand vous voyez son visage, effectivement, il a le visage serré. Mais en réalité, 2 minutes avant, si j'ai raconté l'histoire à ma mère, mais je ne peux pas la raconter ici. Ce que lui et moi on se disait, parce que souvent je montais à côté de lui dans sa voiture de commandement parce qu'il fallait finaliser les discours et peaufiner les éléments de langage. Et ce qu'on se racontait, et le fou rire que nous avons eu avec lui et son aide de camp, quelques secondes avant qu'il ne sorte du véhicule, moi je ne pouvais pas imaginer l'image rendue. Vous voyez un peu. En fait, c'est quelqu'un qui a il y a ce contraste-là. Quand il est aux affaires ou quand il est dans le public, quand il est vraiment dans sous ses apparats, il peut paraître très comment on dit ça, réservé, austère. Parce qu'il prend très au sérieux les choses. Mais dans la vie de tous les jours, c'est quelqu'un de très accessible, de très gentil, ouvert. C'est pour ça que quand il a été ministre de la Sécurité, par exemple, les gens l'ont trouvé très dur. Mais parce qu'il habite la fonction. Lorsqu'il est, par exemple, au perchoir au Parlement, il a l'autorité qu'il faut. Mais tous les députés venaient dans son bureau. Il n'y avait pas un député, quand nous étions à l'Assemblée nationale, qui ne pouvait pas voir le président quand il le souhaitait. Tout le monde venait dans son bureau. Ses portes étaient ouvertes. Et même après la journée de travail, on se retrouvait à la maison. On avait plein de députés qui venaient le saluer. Les ministres venaient chez lui tout le temps. Et vous avez dû avoir des témoignages à Tokli. Quand nous allions à Tokli tous les week-ends, n'importe qui n'est pas le bon esprit, la personne n'est n'importe qui, tout le monde qui avait un problème pouvait venir. Et moi, nous étions débordés parce que nous devions assurer sa sécurité, organiser tout autour de lui. Et les gens nous en voulaient parce que les gens disaient que nous étions plus sévères que notre patron. Donc en fait, Agbeomé, c'est quelqu'un de très ouvert. Vous gardez toujours ces bons souvenirs, ces qualités de lui, et vous allez peut-être vous l'approprier et puis manifester ça dans le concret au niveau du MPDD. Bien sûr, bien sûr. Maintenant qu'il n'est plus, et quel avenir pour le MPDD? Le MPDD va continuer à vivre parce qu'il n'a pas créé un parti pour lui. Il a créé un parti pour sa cause, bien sûr. On connaît au Togo, on sait bien sûr au Togo, quand le chef des partis meurt, en tout cas le parti aussi meurt. Non. Parce que vraiment? Non, il ne va pas mourir. Le parti ne va pas mourir parce que les tests prévoient comment on s'organise quand le président vient à disparaître. Il y a un intérim qui est mis en place. Une fois que l'intérim est validé, 60 jours, il y a l'organisation d'un congrès
qui désigne une nouvelle équipe. Nous avons assez de ressources. Aujourd'hui, 90% des ressources des cadres qui animent la DMK viennent du MPDD. Paul Missiak Beto est un cadre du MPDD. À Djossou, tout ce monde-là, Madame Amouzou, c'est des cadres du MPDD. Donc nous avons des cadres, non seulement au pays, mais à l'étranger. À Tchou, le docteur Atchou, il est du MPDD. Donc nous avons des cadres. Nous avons l'héritage, je viens de vous en parler. La ligne est là. Qu'est-ce qui ferait qu'on allait on disparaître? Donc le parti serait toujours là sur l'échiquier politique togolais. Oui, parce que ceci, je le disais parce que certains, ou en tout cas certains leaders étaient décédés. On connaît la suite, ce qui s'est passé. On fera tout pour sauver encore ce qui doit l'être. Tout doit l'être et on va le sauver. Peut-être que en fonction du courant, parce qu'il y a deux grands courants au MPDD, du courant qui va dominer, la ligne pourra bouger un peu. Alors, vous êtes un acteur politique, mais monsieur Jonas Sili Adem, dans la sous-région, l'espace sous-régional, vous voyez qu'aujourd'hui, la CEDEAO est mise à rude épreuve à travers cette scission qui ne dit pas son nom. Autrement dit, la confédération de l'Alliance des États du Sahel est là et qui dit, nous ne sommes plus avec vous à la CEDEAO. Et la CEDEAO, automatiquement, brandit les menaces avec toutes les conséquences qui vont en découler. Quel regard portez-vous sur ce qui se passe là? Je dirais que la CEDEAO l'a bien cherché et l'a bien mérité peut-être. Parce qu'au départ, la CEDEAO a été créée pour être une communauté économique et promouvoir le développement économique. C'est vrai qu'il y a eu des efforts qui ont été faits sur le plan économique. Mais progressivement, la CEDEAO s'est donné elle-même un rôle politique. Et par exemple, pour les missions d'observation des élections, et militaires dans la guerre, depuis la guerre du Libéria et de la Sierra Leone. D'accord. Mais sur le plan politique, la CEDEAO a systématiquement pris des mesures que le peuple ne comprenait pas sur le plan politique. Par exemple, quand on observe des élections, à un moment donné, les observateurs de la CEDEAO ne disent pas la chose de manière très claire. Il y a toujours des ambiguïtés. Et donc, progressivement, la CEDEAO a été appelée, comme l'Union africaine, le syndicat des chefs d'État, comme si la CEDEAO avait posé une règle d'ailleurs. Ce qui a d'ailleurs même poussé Alpha Condé, par rapport à la crise togolaise, de répondre que nous ne sommes pas un syndicat de chefs d'État. Mais le peuple ont perçu cela comme ça. Le problème, c'est que cette perception, cette déviance du rôle de la CEDEAO amène évidemment donc aujourd'hui à la situation que vous avez décrite avec la création de la Confédération des États du Sahel. Mais ça aussi, il faut que les trois États-là puissent vraiment analyser et prennent vraiment conscience de ce qu'ils font. C'est vrai que parfois, la seule solution qui s'offre à nous dans une situation de s'en aller, c'est de claquer la porte. Mais claquer la porte est une façon de créer un rapport de force. Aujourd'hui, le rapport de force est à leur avantage. Ils peuvent utiliser ce rapport de force-là pour pousser la CEDEAO à se restructurer. En interne? En demeurant dans la CEDEAO. Mais ils qualifient l'incision d'une incision fasciste. Oui, factice, pardon. Oui, justement, ça peut être factice, mais si l'histoire permet aujourd'hui de créer un rapport de force, peut-être qu'il faut accepter de rentrer dans une négociation et de poser les conditions auxquelles on peut revenir à la CEDEAO. Il ne faut pas que, parce qu'on a claqué la porte, ce soit définitif. Pourquoi? Ça, c'est de mon point de vue. Hein. Je ne leur dis pas qu'ils ont tort ou raison. En toute situation, surtout en matière politique et économique, il y a toujours des avantages et des inconvénients à une situation. Donc, le sujet pour les États, les trois États-là, c'est de voir si à trois, ils peuvent mieux réussir et dominer les défis. Ils n'ont pas de façade maritime. Déjà. Ça peut leur constituer un handicap? Alors, oui, ça peut être un handicap. D'ailleurs, il n'y a pas que les façades maritimes. C'est que la CEDEAO présente des avantages. La liberté de circulation des biens et des personnes. Donc, les populations reçoivent... Liberté des biens et des personnes. De circulation. Et de circulation, mais ce qui est aussi sujet à problème ou à discussion. Mais le problème, vous quittez Lomé pour aller au Ghana maintenant, vous allez devoir débourser de l'argent. Oui, forcément. C'est l'application de cela. C'est cette application-là qui pose problème. Mais sur le plan du marché de l'emploi,
quand vous êtes ressortissant du Niger, vous pouvez travailler en Côte d'Ivoire sans qu'on vous demande un permis ou qu'on vous oblige à trouver une carte de séjour et tout ça. Ça facilite beaucoup de choses, vous voyez un peu. Par exemple, les ressortissants de ces pays-là qui émigrent vers les pays côtiers travaillent et envoient des ressources très importantes. Ça représente entre 3 et 5% des pays. Et c'est vice-versa, il ne faut pas l'oublier. Mais le solde est de 49 milliards de francs CFA par an en faveur des pays du Sahel. En faveur des pays du Sahel. Et eux aussi, ils approvisionnent les pays côtiers dans beaucoup de domaines. Mais ce qui peut se passer, c'est que les pays côtiers sont devenus paresseux un peu de cette dépendance-là. Et les pays côtiers ont la possibilité de substituer plus rapidement les produits importés du Sahel que les pays sahéliens ne peuvent se dire, substituer, en tout cas trouver d'abord des substituts rapidement aux produits qu'ils importent à partir des pays côtiers. Alors vous allez devoir apporter, en tout cas, et nous allons recevoir M. Pelé qui nous appelle sur le 92 02 80 63. M. Pelé, bonjour. Oui, bonjour. Excellent, bonjour. Bonjour, M. Pelé. Ok, bon, je pense que un grand combat va tirer de leur partie. Les Anglais disent New King New Law. À peine on vous entend, hein, s'il vous plaît. Oui, allô? Oui? Ouais, le baobab a tombé, il est parti. Mais les Anglais disent New King New Law. Vous êtes le vice-président. Quelle est la suite des élections du 22 février 2020? Merci. Quelle est la suite des élections du 22 février 2020? D'accord, bien noté. Un autre auditeur qui est sur le 92 02 80 63 pour participer au débat 99 70 70 90. Allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, gratitude de Père Justin. Oui. C'est Apollinaire. D'accord, Apollinaire, nous vous écoutons. Bonjour, chef. Bonjour, monsieur Apollinaire. Comment vous allez? Bien, par la grâce de Dieu. Et vous? Oh, chez moi, ça ne va pas. Hein. D'accord. Nous vous écoutons alors. J'aimerais savoir, s'il vous plaît, à qui la dette de Yosso ou bien de votre côté? Là, s'il vous plaît, en offre, ce serait encore plus très indiqué, monsieur. Avez-vous une autre question? Oui. J'avais une question à vous poser concernant la mort de la Goldman Conzo. Je ne sais pas que le président vient pouvoir, non. Les barons qui viennent de Yosso là. Et actuellement, Yosso est toujours comme ça. Premièrement, vous avez dit quelque chose qui concerne les jeunesses parce que il y a seulement les parents. Il n'y a plus d'activités pour animer les jeunesses, pour faire la moralité des jeunes. J'aimerais savoir pourquoi tous les parents qui viennent de Yosso là, ils n'ont même pas mobilisé les jeunes pour leur meilleur avenir. C'est le défaut des jeunes ou bien c'est le défaut des parents qui viennent de Yosso. D'accord. Bien noté, mon cher ami Apollinaire, disons. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, Jacques. Oui, monsieur Gado. Notre invité, bonjour. Bonjour, monsieur Gado. Oh, ce Agbeomé, je le connais. Hein. Il a fait fouetter avec mon oncle. Il était au port, je suis parti le voir pour une affaire. Il m'a bien reçu et il m'a renvoyé vers Kounale Ekolo, un autre, disons, membre du RPT. Secrétaire général à l'époque du RPT. Bon, oui, c'est ça. Bon, ce que moi je vais dire, pour le ministre, il a fait un communiqué. Moi, je le comprends. Comment se fait-il que vous êtes parti recenser une maison et vous refusez de mettre le nom du propriétaire dans la maison? Mais vous ne l'aimez pas, vous devez mettre son nom. Mais si le TBC est dans le bouquet, vous ne pouvez pas regarder. Bandez vos yeux. Merci, bonne journée. Alors, on va commencer par le dernier intervenant puisque le temps oblige. Alors, qu'avez-vous à lui dire par rapport à l'activité, je crois? Il faisait allusion au bouquet. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit le ministre était dans son rôle et que demander aux autorités, enfin, aux maisons d'hôtes qui reçoivent leur autorisation du ministère, il faut le dire. Hein. Donc, intégrer cela comme condition d'autorisation, c'est normal pour un ministre. Donc, il n'y a pas de sujet. Mais les gens n'ont même pas besoin de bander les yeux. Aujourd'hui, il y a la télécommande. Les gens regardent les chaînes qui relèvent. Moi-même en France, je ne regarde pas toutes les chaînes. Moi, je ne regarde que Arte généralement.
Voilà. Ou parfois La chaîne beaucoup plus allemande. Non, c'est franco-allemand. Ah, d'accord. Mais c'est parce que c'est des reportages de courte durée, structurés, il n'y a pas de clash, des choses comme ça. Donc, ça n'est pas une question de patriotisme, pas. Ah, d'accord. Voilà. Oui, mais il a également dit que M. Agbeyomi Kodjo l'aurait aidé, voilà, quand il avait un souci, et il a rabattu sur Yao Kounalé Eklo. Oui, c'était l'époque du RPT, parti unique. Yao Kounalé Eklo était secrétaire administratif et Korto président. Directeur permanent. Agbeyomi, c'était la générosité. Voilà. En tout cas, une dame disait la dernière fois, confiée la dernière fois, que ce monsieur, il a aidé mon fils, il est aujourd'hui à Lomé. Et une autre dame l'avait dit, quand il rentrait, il leur quand même aidait un peu à se nourrir en attendant, voilà, etc. etc. Oui, mais pour Pelé, le bobob est tombé, mais quand même, la relève est assurée. Oui, la relève. Vous savez, quand un arbre tombe, celui qui pousse derrière n'a pas la même force ou n'a pas la même taille, la même dimension, en tout cas dans les premiers temps, que celui qui est parti. Vous voyez? Donc il ne faut pas s'attendre à voir un jour quelqu'un, ou dans les prochains jours, quelqu'un qui a la stature d'Agbeyomi à la tête du MPDD. Et vous allez continuer toujours par réclamer sa supposée victoire de 2020? Je ne peux pas répondre à cette question parce qu'elle relève du bureau politique et d'autres partenaires dans cette dynamique. Et si c'est le Siliadin de Yoto ou pas, ça c'est... C'est le Siliadin de Yoto et du Togo. Ah d'accord. Pourquoi les barons de Yoto, ils sont nombreux selon l'auditeur, n'ont pas pu véritablement aider la jeunesse de cette localité, ou disons de cette préfecture, à se prendre en charge eux-mêmes et à avoir un avenir plus assuré? Je ne sais pas de quoi il parle parce qu'il y a eu beaucoup d'initiatives dans le Yoto et pas seulement. Mais bon, parlons du Yoto, il y a eu beaucoup d'initiatives. Pour ce qui nous concerne, nous, par exemple à ARP, nous avons créé une école d'initiative privée qui a été reprise plus tard par l'État. C'est nous qui avons commencé l'école parce qu'il n'y avait pas d'école dans la région. Et nous avons tout fait. Nous avons supporté, nous avons recruté les enseignants jusqu'à ce que l'école soit reprise plus tard. Vous, les cadres? Non, au niveau avec Agbeyomi, on avait créé l'Alliance Jeunesse Développement pour pouvoir aider les jeunes justement. Nous avons équipé presque tous les établissements de table-banc. Nous avons été à l'initiative de la création de CEG, de la transformation de CEG en lycée dans la préfecture. Agbeyomi a construit un centre culturel à Tabligbo. Le centre culturel à Tabligbo existe aujourd'hui. Peut-être qu'il n'est pas fonctionnel, mais il y a un bâtiment à l'entrée de Tabligbo, dans la préfecture, à gauche, quand vous rentrez dans la ville, qui est un monument avant l'hôpital ou bien après? Non, c'est avant l'hôpital. Non, c'est vraiment à l'entrée, sur le goudron, avant l'école même. Donc, on a fait ça. Bon, peut-être qu'on n'a pas fait assez, et c'est de la responsabilité collective, je suis d'accord, nous aurions dû faire plus, nous n'avons pas tout fait, mais on continue le combat. Mais on continue le combat, monsieur Jonas Siliadin. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Voilà que l'extrême droite est en train de faire des poussées en Europe aujourd'hui. Est-ce que ça va avoir d'effet sur le Parlement européen en quelques secondes là? Oui, bien sûr, parce que la ligne va être un peu orientée vers là. Mais l'avantage des grandes sociétés comme celle européenne, des sociétés très anciennes, c'est que quels que soient les démons qu'elles couvrent à l'intérieur, à leur propre intérieur, ils savent toujours trouver des remèdes pour les dominer. Et c'est à ça que nous devons tendre aussi au Togo, en sachant que quelles que soient les difficultés que nous aurons, nous ayons les moyens de les résoudre. C'est ce qu'on appelle l'intelligence collective. Mais quand même, l'avenir des Noirs ou des binationaux est très menacé, que ce soit en France ou bien dans d'autres pays sur le continent européen. Non. Ah, merci beaucoup. Monsieur Jonas Siliadin, merci à vous. Merci à vous, Joachim. C'est un grand plaisir et un honneur. Un plaisir partagé. Ascool, merci pour la coordination technique. Joy, Claudia, Gino. Je suis Joachim Wittim. Très bonne journée à toutes et à tous.